Mes chers compatriotes, je veux revenir avec vous aujourd'hui sur cette intervention d'Emmanuel Macron il y a quelques jours, le 20 février 2025, depuis son bureau de l'Élysée, où il s'est exprimé, notamment, je crois, sur le réseau TikTok, au sujet des négociations qui ont démarré entre la Russie et les États-Unis sur la situation en Ukraine. Négociations dont vous savez que l'Ukraine d'un côté, les pays d'Europe de l'autre sont soigneusement écartés, et par les États-Unis d'Amérique et par la Russie. J'ai fait une vidéo sur cette question. Tout ceci à la grande fureur d'un certain nombre d'intervenants, et tout spécialement à la grande colère de Keir Starmer, le Premier ministre britannique, celle du chancelier Scholz, mais qui, lui, était dans les tout derniers jours de son mandat, et puis d'Emmanuel Macron, qui prend ça comme, semble-t-il, un affront personnel. Alors c'était l'objet de cette intervention. Et je voudrais commenter ce qu'il a fait donc le 20 février, parce que je ne plaisante pas, je ne vais pas ici utiliser des mots grandiloquents pour faire des effets de manche. On a véritablement affaire à un cas psychiatrique en la personne du président de la République. Et il faut absolument que maintenant ça s'arrête. Voilà, ça n'est plus possible d'avoir comme chef d'État quelqu'un qui délire à ce point. On va examiner très exactement ce qui s'est passé. D'abord, vous le savez, ça a fait quand même ricaner beaucoup de gens. Emmanuel Macron a utilisé une carte de l'Ukraine qu'il a présentée devant son téléphone portable, semble-t-il. J'ai l'impression que c'était par son téléphone qu'il agissait. Sauf que, malheureusement, Macron, à l'évidence, ne sait pas que lorsqu'on fait un selfie, l'image est inversée. Et que donc, pour avoir la bonne image, il y a une espèce de touche, il faut justement désinverser, si j'ose dire, cet effet miroir pour que le spectateur voit l'image telle qu'elle et non pas l'image en miroir. Alors déjà, Macron, semble-t-il, ne le sait pas. Ça veut dire que, deuxièmement, Macron n'a pas vérifié le contenu de l'image qu'il diffusait. Ça veut dire aussi qu'il, semble-t-il, était tout seul. Il n'y avait autour de lui ni conseiller, ni technicien qui était là pour vérifier quelle était l'image produite. De telle sorte que on a vu que Macron a commencé à vouloir donner un cours de géopolitique devant une carte qui était à l'envers, pas à l'envers nord-sud, mais à l'envers est-ouest, qui était dans le mauvais sens, avec la partie du Donbass qui, au lieu d'être au sud-est, se retrouvait en fait au sud-ouest. Enfin, c'était une carte illisible en définitive. Et Macron a prétendu sérieusement expliquer la situation, qu'il l'a fait d'ailleurs de façon assez embrouillée, expliquer la situation au public avec cette carte. C'est inimaginable. Ça n'existe nulle part ailleurs au monde. C'est un éclat de rire dans la planète entière. Est-ce que vous imaginez ce que l'on dirait s'il y avait Poutine, ou s'il y avait Trump, ou s'il y avait le président chinois qui s'exprimait devant une carte qui était une carte fausse, présentée dans le mauvais sens? Ça n'a pas de sens, surtout sur un sujet aussi grave que la guerre et la paix, et qui a éventuellement un conflit planétaire à la clé, avec éventuellement une troisième guerre mondiale. C'est hallucinant. Alors j'ai vu que le journal Le Parisien, dont je rappelle qu'il reçoit il reçoit des millions d'euros de l'État au nom des aides à la presse, donc évidemment Le Parisien, comme tous les journaux qui reçoivent des fonds publics, cire les pompes du pouvoir en place. Il faudrait vérifier, on n'a pas encore toutes les informations. Peut-être qu'en outre, le Parisien reçoit de l'argent de l'USAID. En tout cas, le Parisien est vite monté au créneau pour dire non, Macron n'a pas présenté de carte à l'envers. C'est simplement le fait qu'il y avait l'effet miroir. Ben oui, personne n'a jamais prétendu qu'il avait présenté une carte délibérément imprimée à l'envers. Le problème, c'est que il a fait ça tout seul dans son coin. Probablement d'ailleurs, il est assez fâché avec la géographie. Ça serait pas nouveau, hein. À de nombreuses reprises, on s'est aperçu qu'en fait, c'était un âne du point de vue de la géographie, comme sur beaucoup d'autres sujets. Rappelez-vous, quand il était arrivé en Guyane, où il avait parlé de l'île de Guyane, alors les gens avaient dit, les médias toujours les mêmes, qui étaient là pour le protéger, avaient dit non, c'est un lapsus, c'est la fatigue. Non, pas du tout. Je pense qu'ils devaient croire qu'en effet, la Guyane était une île. Enfin bon. Et donc, ça ne serait pas la première ni la dernière bévue qu'il commet dans beaucoup de domaines. Mais donc, ça veut dire qu'il a fait ça probablement tout seul. Donc déjà, il y a un signal rouge qui doit s'allumer dans la tête des gens. Quels que soient les boniments des gens de la Macronie qui vont lui trouver des excuses, il n'est pas imaginable qu'un chef d'État qui a le bouton nucléaire
puisse présenter non seulement à ses compatriotes, mais au monde entier, ses réflexions géopolitiques en présentant une carte qui est à l'envers. Ça, c'est rédhibitoire. Aussitôt, il a l'ensemble des millions de rieurs contre lui. Ça veut dire qu'en fait, c'est un âne. Voilà. C'est qu'il est mal entouré, mal conseillé. Il n'a pas pris la mesure de ce qu'il faisait. Il n'a pas la précision nécessaire. Il n'a pas le scrupule. Il se croit au-dessus de tout le monde. Il ne se remet pas en cause. Il n'a pas cette espèce de vigilance de tous les instants qu'il devrait avoir au moment où il prononce. On retrouve d'ailleurs les traits de caractère qui ont fait qu'il a souvent dit n'importe quoi. Rappelez-vous, tous les propos offensants qu'il a pu dire depuis que malheureusement il est arrivé sur la scène publique. Rappelez-vous, avec tous les gens qui suffisaient de traverser la rue pour avoir un emploi, ou bien qu'il y avait des gens de telle ou telle partie de la France qui picolaient, qui ne travaillaient pas assez. Enfin bref, vous vous rappelez toutes ces affaires. Si je peux me comparer, depuis que j'ai créé UPR TV, depuis maintenant des années, depuis des années et des années que nous avons cette chaîne, je crois que c'est depuis 2013 sur YouTube, il n'y a eu jamais, je touche du bois, mais jamais on a présenté des cartes à l'envers ou des photos qui n'étaient pas bonnes, tout simplement parce que au moment de la production, de la post-production, c'est-à-dire que avec les équipes, eh bien quand on fait des illustrations, je regarde personnellement avec les équipes de production, je regarde personnellement de quoi il s'agit. Est-ce que c'est des bonnes photos? Est-ce que c'est la bonne époque? Est-ce que c'est bien la bonne personne? Etc. C'est le b.a.-ba. Alors que nous sommes un parti politique qui avons 0 € d'argent public, alors que l'Élysée croule sous les millions d'euros d'argent public. Et l'Élysée peut avoir autant de collaborateurs, de conseillers scientifiques, de conseillers techniques, de preneurs de son, de preneurs d'images qu'ils le souhaitent. Donc ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que je voudrais m'arrêter sur un passage en particulier que l'on va écouter. Ça dure 1 minute et 6 secondes. On va l'écouter d'un seul trait. Et puis après ça, je vais revenir dessus pour vous faire ressortir à quel point ce discours est le discours d'un fou, en fait. Écoutons-le. Et donc, moi, je suis aujourd'hui raisonnablement inquiet, parce que la situation est inquiétante, mais elle n'est pas inquiétante par le président Trump, elle est inquiétante parce que la Russie a déclenché cette guerre et que la Russie est armée jusqu'aux dents et à nos frontières. Mais j'essaie de gérer cette incertitude pour nous. Et donc, en gardant l'unité de tous, des Européens et des alliés, mais en allant aussi essayer de le convaincre qu'en fait, son intérêt est le même que le nôtre, quoi qu'il pense. Et donc, ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous. Mais elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée, qui est une des plus grandes d'Europe, avec tous nos équipements, y compris les équipements américains. C'est une faute stratégique énorme. Voilà. Alors, si vous voulez bien, certains d'entre vous ont tout de suite perçu ce qui n'allait pas. Peut-être d'autres ont besoin un petit peu d'une explication de texte ou d'une explication de gravure, ce que je vais faire bien volontiers avec vous, parce qu'il faut avoir ça, une espèce de regard à la fois de responsables politiques, également d'historiens, de géopoliticiens sur les propos qui sont tenus, et puis également, j'allais dire, quasiment un œil de clinicien, de psychiatre, parce qu'il y a vraiment des choses, ça va pas du tout. Enfin, on est dans le domaine du délire. Alors, examinons maintenant, morceau par morceau, ce que Macron a dit. Et donc, moi, je suis aujourd'hui raisonnablement inquiet, parce que la situation est inquiétante, mais elle n'est pas inquiétante par le président Trump, elle est inquiétante parce que la Russie a déclenché cette guerre et que la Russie est armée jusqu'aux dents et à nos frontières. Arrêtons-nous là. Alors, donc Macron nous explique que la situation est inquiétante. Je suis raisonnablement inquiet, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, comme alliance de mots, voilà. Mais bon, il est raisonnablement inquiet de la situation et il dit que ce n'est pas de la faute de Trump. Donc il exonère Trump de l'inquiétude de la situation. Mais alors à ce moment-là, pourquoi se précipiter à faire cette vidéo? C'est justement parce que Trump négocie avec Poutine. Donc il n'est pas inquiet à cause de Trump. On va voir qu'en fait, si, il est inquiet à cause de Trump, puisqu'après il va reparler de Trump. Donc en fait, il commence par dire le contraire de ce qu'il pense.
Donc il dit qu'il n'est pas inquiet à cause de Trump et qu'il est inquiet à cause de la Russie. Et il nous dit donc que la Russie a déclenché cette guerre et que la Russie est armée jusqu'aux dents et qu'elle est à nos frontières. Alors, je me permets quand même ici de rappeler rapidement, j'en ai parlé de très nombreuses fois, je renvoie à toutes les vidéos que j'ai pu faire. Oui et non, la Russie a déclenché cette guerre en apparence le 24 février 2022. C'est en effet les troupes russes qui sont entrées en Ukraine, ça c'est exact. Mais ça n'est pas exact non plus, en ce sens que, comme je l'ai déjà dit 50 fois, et avec moi beaucoup d'autres observateurs, et également d'ailleurs le président Trump lui-même qui l'a dit lui-même, le fait générateur, ça ne s'est pas passé le 24 février 2022. Ça n'est pas l'Ukraine, tout n'allait pas pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, et puis d'un seul coup la Russie serait intervenue en Ukraine. Non, 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 c'est pas comme ça que les choses se sont passées. Auparavant, il y a eu une dizaine d'années, depuis la révolution du Maïdan, pendant 10 ans, où les États-Unis d'Amérique ont fait un coup d'État en Ukraine pour chasser le gouvernement légitime, mettre un gouvernement à la solde des États-Unis, et ensuite, avec ce gouvernement, commencer à attaquer les populations russes du Donbass pour, en fait, progressivement les dégoûter et les chasser en les martyrisant, en tuant des centaines de personnes, etc., etc. Ceci a mené aux accords de Minsk I et de Minsk II. J'ai déjà eu l'occasion de le rappeler, y compris dans une vidéo très récente. Minsk II, accords de Minsk II qui ont été signés donc en février 2015 et où Poutine a accordé sa confiance d'une part au gouvernement de Kiev, d'autre part à la chancelière d'Allemagne, Mme Merkel, et au président français de l'époque, François Hollande, en leur faisant confiance comme quoi ils veilleraient à ce que ces accords soient bien appliqués, c'est-à-dire que l'on protège les populations russophones et orthodoxes du Donbass. Et ensuite, il a pu constater que ça n'était pas le cas et que l'Allemagne et la France avaient trahi leurs paroles. Voilà. Et donc, c'est finalement contraint par les événements, contraint par les appels à l'aide constants des populations du Donbass que la Russie est intervenue. Voilà. Alors, effectivement, on peut dire que la Russie a déclenché la guerre, mais c'est assez fallacieux parce que c'est manquer la chaîne des causalités. C'est comme si on disait, je rappelle quand même, que c'est la France qui a déclaré la guerre à l'Allemagne hitlérienne en 1940. Il ne faut jamais l'oublier. Donc le propos que tient Macron, c'est exactement le propos que tenaient les collabos français qui disaient on n'aurait jamais dû déclarer la guerre à M. Hitler, il était pacifique, c'est de notre faute, etc. Mais si la France a déclaré la guerre à l'Allemagne hitlérienne en 1940, c'est justement parce qu'elle avait été jouée par les accords de Munich, parce que ceux qui avaient été roulés dans la farine, je l'ai déjà expliqué, c'était Chamberlain et Daladier qui avaient été roulés dans la farine par les manœuvres sournoises d'Hitler, qui avaient signé les accords de Munich, consacrant le rattachement à l'Allemagne hitlérienne des Sudètes, de la partie occidentale de la République tchèque peuplée d'Allemands, et que normalement les choses devaient s'arrêter là. Hitler avait donné sa promesse que l'affaire était maintenant entendue, qu'il n'y aurait plus de conflit. Et en fait, pendant ce temps-là, il préparait l'attaque de la Pologne. Et c'est lorsqu'il a attaqué la Pologne qu'à ce moment-là, l'Angleterre et la France ont déclaré la guerre à Hitler. Donc on est exactement en miroir, c'est le cas de le dire, en miroir, on est dans la même situation. C'est-à-dire que lorsque Poutine envoie les troupes russes le 24 février 2022 en Ukraine, on peut dire qu'il déclenche la guerre, mais c'est en fait en mesure de rétorsion face à des gens qui n'ont pas tenu leur parole, face à des gens qui, eux, ont voulu la guerre, qui sont en fait les pays de l'OTAN, les États-Unis d'Amérique, l'Ukraine elle-même, et puis la France et l'Allemagne. De la même façon que la France et l'Allemagne avaient certes déclaré la guerre à l'Allemagne, mais enfin dans tous les livres d'histoire, tout le monde a bien compris qu'en fait l'agresseur, c'était quand même l'Allemagne hitlérienne. Donc la présentation que Macron fait, c'est une présentation qui est l'inverse, en fait, de la réalité et des chaînes de causalité. Par ailleurs, Macron dit que la Russie est armée jusqu'aux dents. Alors là, moi, les bras m'en tombent. Enfin, j'espère quand même que je ne suis pas le seul à me rappeler tout ce que la propagande de guerre nous a expliqué depuis bientôt 3 ans, jour pour jour, depuis le 24 février 2022, on nous a expliqué quand même que l'armée russe était comment dirais-je, complètement désorganisée. Ils n'avaient plus de matériel, ils étaient aux abois, ils étaient obligés de piquer les
les puces sur les réfrigérateurs. Regardez ce qu'avait dit, c'est exactement ce qu'avait dit Mme von der Leyen elle-même, la présidente de la Commission européenne. Elle avait dit ça. C'est elle qui avait entretenu notamment ce passage. The Russian military is taking chips from dishwashers and refrigerators to fix their military hardware because there are no semiconductors anymore. Russia's industry is in tatters. Alors maintenant, on nous explique qu'au contraire, la Russie est armée jusqu'aux dents. Il faudrait quand même savoir. Et si, par ailleurs, la Russie est armée jusqu'aux dents, ça veut dire aussi que son économie n'est pas complètement détruite. C'est quand même, tout le monde le sait, que Bruno Le Maire avait expliqué comment il allait mettre l'économie russe à genoux. S'il avait mis l'économie russe à genoux, ben l'armée russe serait également à genoux. Donc, lorsque Macron dit que la Russie est armée jusqu'aux dents, ben, ipso facto, par cette simple parole, passée comme ça au détour d'une phrase, il reconnaît implicitement que tout ce qu'il a pu dire auparavant, lui, mais aussi l'oligarchie, Madame von der Leyen, tous les ministres français, tous les commentateurs favorables à l'Ukraine depuis 3 ans, tous les généraux d'opérette qui passaient sur les télévisions pour expliquer que la Russie était en fait au bord de l'effondrement général, que tout ceci était faux. Et puis il dit enfin que la Russie est à nos frontières. Alors aussi, c'est complètement faux. Non, la Russie n'est pas à nos frontières. Non, je suis désolé. La Russie, elle est frontalière actuellement de la Finlande, elle est frontalière des pays baltes, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, elle est frontalière de la Pologne, elle est frontalière de la Biélorussie, elle est frontalière de l'Ukraine. Et elle est accessoirement frontalière des pays d'Asie centrale et des pays d'Asie. Donc la Russie n'est pas du tout à nos frontières. Elle est intervenue en Ukraine. Elle occupe à peu près 17 à 18% du territoire de l'Ukraine reconnu dans ses frontières de 1991. Mais la Russie n'est pas du tout à nos frontières. Alors s'il dit que la Russie est à nos frontières, c'est qu'en fait, il assimile la France à l'Union européenne. À ce moment-là, il aurait pu le dire. Il aurait pu dire la Russie est aux frontières de l'Union européenne. Mais tandis que dit est à nos frontières, c'est faux. C'est un mensonge. Regardons la suite de son discours. Mais j'essaie de gérer cette incertitude pour nous. Ça mérite un tout petit arrêt, là. Il essaie de gérer cette incertitude pour nous. Moi, ça me met mal à l'aise, cette phrase. C'est évident dans l'esprit de tout un chacun que le président de la République, normalement, il fait tout son possible, il consacre tous ses efforts à préserver les intérêts de la nation et de la France et du peuple français. C'est normal. Donc, à la limite, ce qui est normal, pourquoi il n'est pas forcément nécessaire de le rappeler. Mais quand il dit « j'essaie de gérer cette incertitude », pour nous, il le dit avec un air qui va être confirmé juste après, comme on va le voir, que le nous en question, ça n'est pas la France. Dans le nous en question, comme on va le voir, c'est le monde entier en définitive. Écoutez la suite. Et donc en gardant l'unité de tous, des Européens et des alliés, mais en allant aussi essayer de le convaincre qu'en fait, son intérêt est le même que le nôtre, quoi qu'il pense. Voilà, c'est ce que je viens de dire à l'instant. C'est-à-dire que Macron s'auto-propulse comme étant en charge de gérer l'incertitude, comme il dit, c'est-à-dire de gérer la situation, non seulement au nom de la France, mais également au nom des Européens, donc de l'ensemble de l'Union européenne, mais également des alliés. Donc on comprend que ça englobe le Canada, l'Islande, la Norvège, tous les pays de l'OTAN, peut-être même, pour qui sait, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et puis les États-Unis d'Amérique. Donc en fait, par ses propos, Macron se catapulte comme presque le roi du monde, en tout cas le roi du monde occidental. Parce que je suis désolé, Macron n'est pas en charge de protéger les simples Européens déjà. Ceux qui sont en charge de l'Union européenne, c'est la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, c'est le président du Conseil européen,
qui est M. Antonio Costa, qui est un Portugais. C'est la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Mme Kaja Kallas, qui est une Estonienne. Mais Macron, non. Macron n'est que le chef d'État d'un des 27 États membres. Donc il se pousse du col, il s'attribue des pouvoirs qu'il n'a pas. Et ce que je dis là n'est pas une simple vaticination sans conséquence. Allons demander, par exemple, à Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, s'il est d'accord pour que ce soit M. Macron qui gère en son nom cette incertitude, comme dit Macron. Pas du tout. Vous avez vu, j'ai eu l'occasion de le rappeler dans une vidéo récente, que Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a traité de frustré Macron chez Scholz en disant que c'était des frustrés qui voulaient la guerre et qui n'admettaient pas qu'on leur impose la paix. Ça veut donc dire que Macron fait en fait un vol de légitimité, une captation. Il s'introduit, il s'intitule, il s'intronise le président de l'Europe, on peut dire, alors qu'il n'en a absolument pas ni le pouvoir, ni le mandat des autres. Je rappelle que lors de sa réunion qu'il devait faire, où il devait montrer l'unité de l'Europe face à Donald Trump, sur les 27 États, il n'y en a eu que 9 qui étaient représentés, dont la France. Ça veut dire que les 2 tiers des États n'étaient pas là. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Et puis, Macron ne s'est pas arrêté là, puisqu'il parle également des Européens et des alliés. Donc Macron, il est là pour protéger les alliés. Il est là pour protéger le Canada, peut-être l'Australie, la Nouvelle-Zélande, peut-être, qui sait, le Japon, on n'en sait rien. Les alliés de qui? Les alliés dans quoi? Les alliés dans le cadre de l'OTAN? Les alliés dans le cadre plus général de l'OCDE? Du monde occidental au sens large? C'est quoi, en fait, les alliés? En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans les alliés, il y a les États-Unis d'Amérique. Et donc Macron, par cette phrase, il laisse entendre donc qu'il est là, il est en charge de gérer les intérêts des États-Unis. Le type est dingue. Et il est d'autant plus dingue qu'il poursuit justement en expliquant qu'il va essayer de le convaincre, c'est de Trump qu'il s'agit, qu'en fait, son intérêt est le même que le nôtre, quoi qu'il pense. Bon, ça, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on a même le président de la République française qui s'adresse comme ça sur Internet, donc ça peut être vu dans le monde entier, où il était en train d'expliquer qu'il sait mieux que le président des États-Unis d'Amérique lui-même quel est l'intérêt des États-Unis d'Amérique eux-mêmes. Même si dans sa folie il le pense, au moins on dirait on ne le dit pas. Tandis que là, il dit non, moi je sais mieux que lui. Quoi qu'il pense, je sais mieux que lui. C'est encore une fois un fantasme de toute puissance qui montre qu'en fait, il a complètement perdu les pédales. Et alors, c'est à ce moment-là qu'on entre dans le vif du sujet et qu'on atteint un des grands moments de l'histoire diplomatique contemporaine. C'est du 3 étoiles dans le Michelin. Regardez la suite de ce que dit Macron. Et donc, ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. Plusieurs choses à dire. Premièrement, ce que je vais faire, ce que je vais dire, outre que c'est un petit peu vulgaire, la façon de parler, ça veut dire que Macron, avant de se rendre aux États-Unis d'Amérique, avant d'aller rencontrer Donald Trump à la demande de Trump qui l'a convoqué, parce que l'Élysée a fait entendre que c'était une invitation, etc. En fait, je crois que Macron n'a pas vraiment eu la possibilité de refuser. Il a été sommé par Trump de venir à Washington, en même temps que Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Ces 2 hommes se sont mis en avant pour être les opposants au processus de paix initié par Washington en liaison avec Moscou. Et donc Macron se met à dire comme ça, sur la place publique, voilà ce qu'il va dire et faire au président Trump. Alors ça, là, il faut vraiment appeler, là, il faut quand même maintenant réellement commencer à appeler le SAMU, parce que ça n'existe pas. Depuis que le monde est monde, je ne sais pas, depuis la guerre du Péloponnèse, de Thucydide, depuis qu'il y a des guerres sur Terre, on n'a jamais vu, un responsable, un chef d'État, expliquer au moment d'un conflit ce qu'il va dire avant d'y aller. Voilà ce que je vais dire. Il faut vraiment avoir, je ne sais pas, faut être malade.
faut avoir un pois chiche dans la tête pour commencer à balancer sur les réseaux publics ce qu'en fait il compte dire lors d'un entretien à venir avec le président des États-Unis. Mais c'est inouï. C'est cocasse. Et alors, il va dire quoi, d'ailleurs? Eh bien, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. Il dit ça avec une espèce de petite moue légèrement dédaigneuse. C'est pas toi, etc. Alors là, moi, j'ai l'ai regardé à 3 fois avant de le croire. C'est un langage de petite frappe, en fait. C'est un langage de petite frappe dans un quartier, quoi. Ouais, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas digne de toi. Déjà, on ne tutoie pas un chef d'État étranger. Ou si on le fait, c'est parce que on a une très grande amitié avec lui, et ça se fait en privé et à l'insu des caméras. Donc cette espèce de tutoiement forcé, factice, en fait, est même mal à l'aise. C'est d'ailleurs en général une règle à quoi on reconnaît beaucoup d'escrocs, c'est-à-dire des gens qui se mettent à vous tutoyer sans qu'on ait jamais été présenté ou qu'on rencontre une personne pour la première ou la deuxième fois. D'un seul coup, il y a des gens qui vous tutoient. Hein, c'est une phrase qui est restée célèbre d'ailleurs du temps de Mitterrand. Il y avait quelqu'un qui avait dit un jour à Mitterrand on peut se tutoyer, et Mitterrand l'avait toisé, avait répondu si vous voulez. C'est-à-dire que Mitterrand, comme De Gaulle d'ailleurs, les grands chefs d'État ne se font pas tutoyer. De Gaulle, pratiquement personne ne le tutoyait. Sa femme ne le tutoyait pas, ses enfants ne le tutoyaient pas. Je crois savoir que parmi les rarissimes personnes qui tutoyaient Charles de Gaulle, il y avait Massu, le général Massu, qui dirigeait l'armée française présente en Allemagne en 1968, notamment à Baden-Baden. Et lorsque de Gaulle avait fui Paris pour aller le rencontrer, il s'était fait passer un savon, dit l'histoire secrète, par son compagnon, quelqu'un qu'il avait connu à Saint-Cyr, et qui, lui, l'avait tutoyé, lui avait un petit peu remonté les bretelles du général, qui a eu un moment de déprime le 30 mai, je crois, 1968. Mais à part lui, je crois que presque personne ne tutoyait le général de Gaulle. Alors là, quand Macron dit ça, quand il dit « tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça », on est on est dans la vulgarité. 2, dans l'escroquerie. Dans l'offense, même. 3, je rappelle quand même que Macron, il est né en 1977, en décembre 1977, donc actuellement, il a 47 ans, alors que Donald Trump doit avoir 78 ans, et bientôt 79. Ça veut donc dire que Donald Trump a 31 ans de plus que Macron et qu'il pourrait facilement être son père. Donc, la différence de génération n'incite pas du tout au tutoiement. Et puis c'est pas tout. C'est que vous savez comme moi que en anglais, il n'y a pas de tu et de vous en fait. Hein, c'est en fait un tutoiement généralisé, ou plus exactement un vouvoiement généralisé, puisque dans la langue anglaise ancienne, il y avait un tu qui était le thou, T-H-O-U, et le you correspondait au vous. Voilà. Et en fait, le thou que l'on utilise parfois dans des prières à Dieu, eh bien, est tombé en désuétude. Donc maintenant, tout le monde dit you, c'est-à-dire on vous voit tout le monde, ce qui revient en fait à tutoyer tout le monde. En tout cas, les Anglais ne font pas la différence. Mais lorsque Macron dit ça, lorsqu'il dit tu, l'objectif, c'est pas Trump, l'objectif, c'est d'essayer d'en foutre plein la vue aux Français. Parce qu'il y a des Français dans les campagnes qui doivent dire « Oh là là, il tutoie Trump, c'est quand même quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de grand, il tutoie les grands de ce monde. » C'est ça, en fait, que Macron veut faire passer comme idée. C'est une idée d'escroc. Voilà, c'est bien connu, ça fait partie des processus d'escroquerie. Hein, c'est comme parfois, vous avez des gens qui s'ingénient pour vous prendre en photo comme ça, vous visitez une exposition, un salon, etc. Vous avez des gens qui disent « Ah, est-ce que je peux prendre une photo avec vous ?» Et puis après, ils vont essayer de chercher des subventions en disant « Voilà, je suis très ami avec un tel et un tel. » Moi, je me rappelle quand j'étais en cabinet ministériel, on voyait sans arrêt des espèces d'hommes d'affaires à moitié véreux qui venaient nous expliquer qu'ils avaient les meilleures connexions du monde avec tel ou tel chef de gouvernement, premier ministre, ministre, etc., qu'ils avaient leurs entrées dans tel ou tel pays du monde et qu'en passant par leur intermédiaire, ce serait beaucoup mieux que de passer par les services de l'État. Or, nous, dans les cabinets ministériels,
on les tenait à distance, ce genre de personnages, mais ce sont des gens qui prolifèrent un petit peu comme des cancrelats, l'été derrière dans une cuisine mal nettoyée, et là où il y a de la lumière, de l'obscurité, de la chaleur et de l'humidité, eh bien on voit ce genre de cancrelats proliférer dans un certain nombre d'entreprises où on a ces espèces d'intermédiaires plus ou moins véreux. Ben c'est ça. Macron, il a exactement le langage d'un intermédiaire véreux. Et puis, il lui dit, par ailleurs, alors, sur le fond des choses, c'est pas toi. C'est pas ta marque de fabrique. Voilà. Tu ne peux pas être faible vis-à-vis de Poutine. Alors, ça témoigne quand même de l'extrême médiocrité de pensée de Macron. C'est un médiocre. C'est un médiocre parce qu'il croit. Il croit qu'il va avoir Trump, qui est un type très intelligent, qui a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat, qui en a bavé quand il était pendant 4 ans président des États-Unis, qui en a encore plus bavé pendant les 4 années suivantes où il n'était plus président des États-Unis, où il a été traîné dans la boue pendant des années par l'État profond américain, et qui a eu une campagne pour de réélection extraordinairement compliquée, et il a manqué à plusieurs reprises de se faire assassiner, donc c'est bon. Trump, c'est pas un poussin de la veille. Voilà. Et Trump, lorsqu'il sait, quand il veut négocier avec la Russie, il sait très exactement ce qu'il veut. Donc c'est pas un blanc-bec comme Macron qui va lui dire « t'es une chiffre molle », etc. Ça c'est ridicule, en fait. Il croit quoi, Macron? Il croit que Trump va dire « Ah bah oui, en effet, ah oui, c'est pas moi, c'est pas ma marque de fabrique ». C'est ridicule. C'est ridicule parce que les négociations entre la Russie et la Chine comportent des quantités d'éléments dans l'équation. Il est bien évident que Trump, Musk, le ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio, etc., que tous ces gens réfléchissent depuis certainement plusieurs mois au type de négociation et à l'objectif final qu'ils veulent avoir. Ils ont parfaitement réfléchi à tout ça. Et ils veulent avoir la paix le plus vite possible avec la Russie pour toute une série de raisons tout à fait géopolitiques, notamment dans leurs relations avec la Chine, notamment au Moyen-Orient, notamment sur la relance de l'économie mondiale. Et donc, ils savent également que là-dedans, ils se sont fait complètement plumer par l'Ukraine. C'est Trump, lorsque Trump dit qu'ils ont versé 350 milliards de dollars et qu'il veut avoir un accord avec Zelensky pour pouvoir récupérer une partie de cet argent, notamment avec les terres rares disponibles en Ukraine, ça participe d'une véritable réflexion derrière. Et par ailleurs, Trump dit la vérité aussi lorsqu'il dit que c'est l'Ukraine qui a attaqué, pas la Russie. Je sais qu'il y a des gens qui sont outrés, ça fait scandale, Macron lui-même, etc. Le monde ne sait pas possible. C'est quand même la réalité, je le rappelais au début. C'est-à-dire qu'en définitive, en effet, ceux qui fondamentalement ont attaqué la Russie depuis au moins 2014, on pourrait dire depuis bien plus longtemps, mais de 2014 à 2024, ceux qui ont pris constamment l'initiative d'agresser la Russie, de concevoir des plans de démantèlement, je renvoie à ma vidéo au dialogue franco-russe, c'est bien les Occidentaux, avec l'Ukraine soutenue par l'OTAN au premier rang. Donc lorsque Macron il est là, il va dire c'est pas toi, t'es pas cap, t'es shit, c'est vraiment minable. C'est d'ailleurs en plus de ça un manque de psychologie incroyable. Incroyable. Il est évident, on le mesure à de nombreux égards, que Donald Trump considère Emmanuel Macron comme un branquignol, si pas pire. Il le considère, rappelez-vous, c'est quand même Trump lui-même qui avait dit que tout ce que Macron touchait se transformait en merde. D'ailleurs, c'était un diagnostic qui était un petit peu cru, mais enfin qui était frappant de vérité. Et il va dire, mais c'est quoi ce type? Il veut me donner des leçons. Il veut me donner, lui... Parce que dans Trump, comme dans Musk, etc., dans tous ces gens-là, on voit bien qu'en ce moment, ils roulent les mécaniques comme des cowboys. Donc la mentalité, le schéma mental de Trump, c'est le caïd, c'est le cowboy. Rappelez-vous Vance, quand à son discours de Munich, il a dit « Eh les gars, il y a un nouveau shérif en ville. » Voilà. C'est ce truc un petit peu viril, comme ça, conquête de l'Ouest, etc. Nous, on n'est pas des gonzesses, enfin, etc. Le genre de propos patriarcal qui doit se mettre dans tous ces états quelqu'un comme Madame Sandrine Rousseau. Mais c'est ça qui imprègne
qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou pas, c'est ça qui imprègne la mentalité de Trump. Alors quand vous avez Trump qui se considère un petit peu comme un mâle alpha dominant, il va venir voir Macron avec affublé de Madame Macron, vous imaginez ce que Trump peut penser de ça? Enfin, Macron est complètement à côté de la plaque du point de vue psychologique. C'est ahurissant. Et puis, écoutons la suite. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? Donc vous voyez un petit peu, Macron dit aux Français, comme ça, et pas seulement aux Français, parce que l'Internet mondial peut écouter les vaticinations de ce zouave. Macron, il dit, je vais aller à Washington et je vais dire, en gros, à Trump qu'en fait, il n'est pas cap, il n'est pas chiche, que c'est une mauviette. Voilà, que c'est une chiffre molle. Voilà, et que s'il n'est pas capable de tenir tête à Poutine, il va pas être capable de tenir, que les Chinois vont le considérer comme un zozo. Alors déjà, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, est-ce que vous imaginez comment Trump peut recevoir ce genre de discours? Parce que son ambassade à Paris a dû envoyer à Rubio un compte-rendu, et donc je pense que c'est arrivé sur le bureau de Trump sur la Maison-Blanche, et à mon avis, Trump réserve, à mon avis, un chien de sa chienne, comme on dit, à Macron quand il va le voir. Parce que là, Macron a quand même poussé le bouchon très, très loin. Mais en plus de tout, c'est bête. Parce que lorsque Macron dit « c'est pas ton intérêt, comment ensuite être crédible face à la Chine si t'es faible avec Poutine », c'est pas du tout comme ça que raisonnent les Chinois. Et c'est pas du tout comme ça que raisonne Trump. Et c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner. Ça prouve que Macron ne comprend rien à la géopolitique mondiale ni à la diplomatie. Si Trump parvient à un accord avec Poutine, les Chinois ne vont pas y voir du tout de marque de faiblesse de Trump. Ils vont au contraire voir une manœuvre intelligente de Trump pour découpler la Russie de la Chine. Parce que ce que Trump et les stratèges américains ont en ligne de mire, c'est la Chine. C'est la Chine qui est d'ores et déjà la première puissance économique mondiale. En parité de pouvoir d'achat, c'est fait. Le premier inventeur mondial, c'est la Chine qui est en avance dans de très nombreux domaines. C'est la Chine où il y a 1,5 milliard d'habitants. Donc c'est la Chine qui fait très peur aux États-Unis. Donc Trump, il a déjà menacé la Chine de rétorsion commerciale. Trump, qui est conseiller, là pour le coup, il est en parfaite harmonie avec la CIA, qui sur le coup, là, ils partagent les mêmes opinions. La CIA américaine essaye de morceler la Chine en morceaux, de lui faire subir le projet de diviser pour régner qu'ils ont déjà conçu pour la Russie. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. Le soutien des États-Unis à Taïwan, le soutien aux Tibétains, le soutien aux Ouïghours, le soutien à certains mouvements indépendantistes en Mongolie intérieure, tout ça, ce sont des mouvements qui sont financés en sous-main par l'État profond américain. Et là, de ce point de vue-là, Trump est plutôt d'accord, parce que lui, il a la hantise de la Chine. Et donc, le fait de faire une alliance avec Poutine, le fait de se rapprocher de Poutine, les Chinois verront certainement ça avec beaucoup d'inquiétude. Parce que Poutine lui-même n'a pas envie de dépendre trop exclusivement de la Chine. Tout simplement parce qu'on préfère lorsqu'on a un ennemi qui est très puissant juste à côté, c'est jamais très bon. Vous le savez, il suffit de regarder une carte que la Russie, c'est le plus grand pays du monde, avec 17 millions de kilomètres carrés. C'est absolument considérable. C'est à peu près 33 fois la superficie de la France. Et là-dessus, il y a 150 millions d'habitants. C'est-à-dire, il y a 2,5 fois la population de la France sur 33 fois la France. Donc c'est un pays qui est très largement vide d'hommes, notamment dans toute la partie orientale de la Sibérie. Et au sud de ça, vous avez la Chine qui est peuplée d'1,5 milliard d'habitants et qui a besoin de matières premières. Donc normalement, tous les comment dirais-je, les géopoliticiens, les polémologues, c'est-à-dire les spécialistes des guerres, peuvent anticiper que s'il y a un conflit qui devrait apparaître, c'est un conflit entre la Chine qui voudrait s'approprier les terres vides d'hommes et riches en matières premières de la Sibérie orientale appartenant à la Russie. Donc, les Russes se sont rapprochés de la Chine
Mais il est évident que Poutine, qui n'est pas un homme sot, qui est un homme très intelligent, comme d'ailleurs Lavrov, comme d'ailleurs les élites russes, ne souhaite pas, à terme, dépendre exclusivement de la Chine et serait certainement très heureux de pouvoir renouer des relations de meilleur voisinage avec les États-Unis d'Amérique pour pouvoir avoir un contrepoids aux puissances. Donc lorsque Macron dit « si tu t'entends avec Poutine à Trump, les Chinois vont te mépriser, donc tu ne pourras pas faire affaire avec eux », il a exactement 0 sur 20 en matière de compréhension de la situation. C'est exactement le contraire qui est vrai. Macron ne comprend rien. Au contraire, ce qui inquiète la Chine, sous des couverts évidemment asiatiques, c'est-à-dire Mianze, la face, on va se réjouir facialement s'il y a une baisse des tensions, pas forcément facialement d'ailleurs, parce que les Chinois sont des gens globalement pacifiques et qui ne souhaitent pas les conflits, mais les Chinois ne verraient pas d'un très bon œil qu'il y ait un trop grand rapprochement américano-russe. Et puis, on va donc poursuivre cet entretien. La deuxième chose, je vais dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous. Mais voilà. Alors là, on change de sujet. Et là, Macron développe la rhétorique classique de la propagande qu'on nous inflige depuis 3 ans. C'est en fait que Poutine est un nouvel Hitler, que l'objectif de la Russie, c'est de conquérir le monde, et que si on marque un instant de faiblesse sur cette affaire ukrainienne, eh bien la Russie va poursuivre et va envahir l'Ukraine, puis les pays baltes, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, l'Allemagne, la France, etc. Voilà, c'est tout le narratif, il est là. J'ai déjà eu 20 fois l'occasion d'expliquer pourquoi tout ceci est absolument faux. D'une part, premièrement, parce que je l'ai expliqué, la Russie bénéficie d'une superficie qui est 33 fois la superficie de la France, avec 2,5 fois la population française. Le problème de Poutine, c'est qu'il a un pays trop grand, ou en tout cas qu'il a une population beaucoup trop faible par rapport au pays. Donc son objectif n'est pas de faire croître encore la superficie de la Russie. C'est absolument faux. Lorsqu'il est intervenu en Ukraine, il n'est pas intervenu pour mettre la main sur l'Ukraine. Il est intervenu pour empêcher les Ukrainiens du Nord-Ouest, donc d'origine polono-lituanienne, de martyriser les populations russophones et russophiles du Donbass et de Crimée qui se tournent vers la Russie comme leur protecteur. Il a eu le même type de réflexe que ceux qui veulent protéger, par exemple, les chrétiens du Liban. C'est ça qui a motivé lorsque la France, par exemple, a envoyé des forces d'interposition au Liban, c'est pas parce que la France voulait conquérir le Liban, puis la Syrie, l'Iran, l'Irak, puis etc., le Turkménistan, l'Afghanistan. Non. C'est simplement parce que la France venait au secours de ces populations. C'est pareil. Poutine n'a absolument pas envie d'aller conquérir l'Europe. Parce qu'en plus, il n'est pas sot. Il sait très bien qu'il lui faudrait des sommes colossales, un effort de guerre absolument inouï, réfléchir à quels seraient ses buts de guerre. Et qu'est-ce que ce seraient les buts de guerre? Vous imaginez que Poutine vraiment voudrait mettre la main sur la France avec 68 millions de Gaulois ou d'assimilés gaulois qui sont le peuple considéré comme l'un des peuples les plus difficiles du monde à gouverner? La France qui est percluse de dettes, qui a perdu toute son industrie. Mais c'est quoi le truc? Il faut être dingue pour développer ce genre d'idées. Non, jamais Poutine ne voudra se charger de ça. Il veut simplement protéger les populations du Donbass, les populations russophones et russophiles. Il veut préserver la base militaire de Sébastopol en Crimée. Et il veut par ailleurs avoir une architecture de sécurité en Ukraine. Il ne refuse que l'Ukraine devienne, si peu que ce soit, membre de l'OTAN et un réceptacle d'armées étrangères. Voilà, parce que la Russie estime qu'elle a le droit d'avoir un État tampon, si l'on peut dire, qui assure sa sécurité en profondeur stratégique, comme la Biélorussie. Voilà. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Certains peuvent le regretter. C'est une espèce de souveraineté limitée de la Biélorussie et de l'Ukraine. Mais c'est ainsi. Et moi, je le regrette, peut-être, mais c'est la réalité. Voilà, il faut tenir compte des réalités. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Le Mexique et le Canada, ils ont une souveraineté qui est un peu limitée de ce point de vue-là aussi. Ils ne peuvent pas accueillir sur leur sol
des armées russes qui auraient leurs ogives pointées à 5 km du Rio Grande, de la frontière américaine, parce que les États-Unis ne le toléreraient pas. De la même façon qu'on a tous une souveraineté, la souveraineté, elle est toujours limitée par la réalité. Voilà, la France, elle a une souveraineté qui doit tenir compte des réalités. Les réalités, notamment, c'est son exposition sur le flanc sud de l'Europe, c'est une puissance méditerranéenne, c'est une puissance, la France, qui fait face à l'Afrique qui est en explosion démographique, etc. Ça, ce sont des réalités avec lesquelles elle doit traiter, qu'elle doit avoir bien à l'esprit quand elle réfléchit à ses choix stratégiques. Voilà. On ne peut pas faire n'importe quoi en matière stratégique quand on est à la tête de la France. Pareil quand on est à la tête de l'Ukraine. Donc, lorsque Macron nous explique qu'en fait, l'Ukraine n'est qu'un maillon et qu'ensuite tous les autres vont tomber, c'est l'histoire du croque-mitaine. Voilà, c'est l'histoire du grand méchant loup. C'est une histoire, c'est une fable, c'est un conte d'Andersen pour faire peur dans les foyers, aux petits garçons, aux petites filles, que le loup va les manger. Et il s'agit en fait d'une pure propagande dont l'objectif, en définitive, c'est de maintenir... L'objectif, c'est quoi? Des gens qui racontent ces carabistouilles, c'est de maintenir un état de guerre avec la Russie pour avoir un flux permanent de commandes militaires pour les grandes entreprises de complexes militaro-industriels américains. Vous savez, il ne faut pas s'y tromper. Actuellement, lorsque Trump est en train de conduire à la paix avec la Russie sur l'Ukraine, il vient de décider d'ailleurs d'arrêter tout versement, non seulement d'argent, mais toute livraison d'armes à l'Ukraine. Il vient même de demander à Elon Musk d'aller mettre son nez, le nez du DOGE, du département de l'efficacité gouvernementale, d'aller mettre son nez dans tous les commandes militaires. Parce qu'il y a un budget de 1000 milliards de dollars. Et donc Trump dit qu'il y a des centaines de milliards de dollars qui sont en fait du gaspillage de l'argent des contribuables. Lorsque Trump a dit qu'il voulait rencontrer son homologue russe et son homologue chinois en disant qu'il n'était pas raisonnable de dépenser autant de sommes et qu'il fallait baisser, je crois même qu'il a proposé de diviser par 2 le budget de la défense américain, le budget de la défense russe, le budget de la défense chinoise. Il a proposé un début de négociation sur ce thème. J'ai vu d'ailleurs que je crois que c'est le secrétaire à la défense américain qui a dit que l'objectif c'était de diminuer le budget du ministère de la Défense américain, donc du Pentagone, de 34%. Enfin, c'est incroyable. Ça veut dire que Trump est fondamentalement un homme de paix. C'est quelqu'un qui se heurte de front à tout le complexe militaro-industriel américain. Il est extraordinaire à notre époque qu'un homme comme Trump, qui, malgré ses outrances, bien sûr, il y a des outrances, il y a des propos choquants, parfois scandaleux, des rodomontades, j'ai eu l'occasion déjà d'en parler. Mais enfin, comme disait Confucius, écoutez les paroles, mais observez les actes. Dans les actes, pour l'instant, depuis le début de sa deuxième présidence, Trump a pris des mesures qui, normalement, devraient être acclamées, plébiscitées par toutes les gauches européennes et tous les amoureux de la paix. On n'a jamais vu dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, du moins dans l'histoire du XXe siècle, un président des États-Unis qui se fixe comme objectif de diminuer le budget du Pentagone de 34% en 5 ans. Ça n'existe pas. On n'a jamais vu un président des États-Unis dire qu'il va arrêter de livrer des armes, parce que tout ça, au bout du compte, ça veut dire qu'il s'attaque directement au poids du complexe militaro-industriel américain, lequel avait gangrené l'État comme une pieuvre, en fait. Ça veut donc dire, au passage, que Trump est un homme courageux. Parce qu'on imagine assez volontiers qu'il y a des commanditaires là-dedans qui ne voient pas. C'est une mafia. La mafia, quand elle a quelqu'un d'important, elle le liquide. Donc tout ça pour dire que lorsque Macron nous fait la thématique de la Russie qui va tous nous envahir, mais c'est délirant. C'est débile. Et puis, laissons la conclusion de ce propos. Regardons une dernière fois ce qu'il avait dit ensuite. La Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous, mais elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée, qui est une des plus grandes d'Europe, avec tous nos équipements, y compris les équipements américains. C'est une faute stratégique énorme. Bon, alors c'est la fin. Bon, voilà, il explique en fait à Trump que Trump n'a rien compris en matière de stratégie. Alors tout ça est débile. On sait que, en réalité,
il y a eu beaucoup d'argent qui ont été versés à l'Ukraine, dont la moitié, plus de 100 milliards d'euros, auraient disparu dans des poches, on ne sait pas où ça s'est passé, mais certainement en Ukraine, probablement également chez la mafia qui a dirigé les États-Unis et qui est aux commandes dans l'Union européenne, au sein même des institutions européennes, mais aussi en France, en Allemagne, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi avec cette affaire, c'est que les États occidentaux ont fait ce que l'on appelle en anglais du window dressing, c'est-à-dire une présentation une espèce de vitrine. Voilà. C'est-à-dire que derrière les annonces mirobolantes, la réalité était toujours un petit peu moins reluisante. C'est tout particulièrement vrai de la France, où l'on a annoncé qu'on allait verser des milliards et des milliards et envoyer des armements, ce qui malheureusement a été fait, mais pas autant que ce que l'on imaginait. Et puis on a envoyé, il y a matériel et matériel. La France, elle a fait parfois, ce qui est regrettable, d'envoyer des canons César ou d'envoyer maintenant des Mirage 2000, mais enfin ça n'est jamais que 6 avions. Mais dans de nombreux autres cas, elle a envoyé un petit peu, excusez-moi l'expression, mais des vieux rossignols. C'est pareil pour l'Allemagne, c'est pareil pour un certain nombre de pays d'Europe qui, sous couvert d'aider l'Ukraine, ont envoyé du matériel un petit peu réformé, hors d'usage, fatigué, complètement dépassé par les événements, et ont envoyé ça sans formation, etc. Il y a eu un gaspillage absolument considérable. Et dire donc que la Russie va récupérer ce matériel, c'est un peu ridicule, parce que ce matériel ne vaudra certainement pas grand-chose, si ce n'est peut-être que de faire du contrôle de technologie et de voir ce qu'il y a de désossé, ce qu'il y a dedans, mais c'est déjà fait. Hein. Les Russes se sont déjà procurés un certain nombre de nos missiles, notamment, ou de canons César, pour voir comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc ça, malheureusement, les secrets de fabrication ont dû être captés par les Russes. Et puis, de toute façon, il y a quand même un peu de contradiction, parce qu'au début de ce discours, Macron nous avait expliqué que l'armée russe était armée jusqu'aux dents. Que c'était, voilà. Puis alors maintenant, il nous dit que si l'armée russe va pouvoir mettre la main sur l'armée ukrainienne, qui est une des plus fortes d'Europe, ce qui n'est pas vrai, parce que malheureusement, il y a énormément de soldats qui sont morts et beaucoup qui sont partis. Donc le problème de l'armée ukrainienne, c'est qu'en fait, elle est aux abois, qu'elle est complètement fantomatique et de plus en plus. Quant au fait de dire à Trump que c'est une faute stratégique énorme parce qu'il y a des équipements américains, mais c'est pitoyable. Il croit quoi, en fait? Il croit que Trump va se dire d'un seul coup « Ah, oh là là, waouh, caramba, j'avais pas songé à ça. On a envoyé des équipements américains qui risquent de tomber dans la main des Russes. » Oui, il a raison, en fait. Il va falloir continuer et aller vers une guerre nucléaire pour pas que ça soit le cas. Bon, voilà. Je voulais terminer ici. Au total, bon, on a quoi, là? On a affaire, en fait, à quelqu'un... C'est un peu pathétique. On a affaire à quelqu'un qui est complètement dépassé par sa fonction. Voilà. Macron est incapable d'exercer les fonctions de président de la République. On le savait depuis longtemps, mais pendant un certain nombre de mois et des premières années, les médias ont fait comme si on a calfeutré. Lorsqu'ils disaient la Guyane est une île, on riait, on disait oui, bon, c'est simplement un lapsus. Lorsqu'ils se moquaient du président du Burkina Faso en disant il est allé réparer la clim, on disait oui, c'est un propos un peu fâcheux, mais bon, c'est la jeunesse. Lorsqu'ils ricanaient sur les migrants au large de Mayotte qui mouraient en Méditerranée en disant on pêche du quoi ça, les gens disaient oui, mais vous comprenez, c'est le président, il est tellement jeune, tellement brillant, on peut c'est un propos un peu de jeunesse, etc. Donc pendant un certain temps, on a essayé de camoufler les lézardes du mur et puis de faire comme si c'était une œuvre d'art extraordinaire. Et puis petit à petit, les résultats économiques notamment sont arrivés, et puis tous les résultats, et c'est la catastrophe générale. Et maintenant, on voit que l'oligarchie a décidé de pointer le pouce vers le bas. On attend la visite de Macron à Washington. Moi, je suis persuadé que Macron va passer un mauvais quart d'heure. On ne sait pas ce qui va se passer, et peut-être que ça va être... Je ne sais pas si Trump va prendre les deux loustiques, les deux lascars, Keir Starmer et Macron en même temps. Enfin, s'il les a convoqués tous les deux en même temps, il va se présenter comme le shérif en ville, et il va leur dire, bon, soit, à mon avis... Hein, arrêtez vos conneries, c'est moi qui décide. Voilà, c'est moi qui décide, la guerre en Ukraine, c'est terminé. Donc maintenant, vous arrêtez, sinon j'ai les moyens de vous faire plier. Et il a les moyens de faire plier. Parce que pour tenir tête aux États-Unis, il faut
deux choses fondamentales. La première, c'est d'en avoir les moyens. La deuxième, c'est ne pas avoir de casserole. Lorsque Charles de Gaulle a tenu tête aux États-Unis au cours des années 60, lorsque notamment il a dénoncé le privilège du dollar lors de sa conférence de presse de juin 65, lorsqu'il a fait rembourser en or les dollars détenus par la Banque de France en envoyant des navires de la Royale avec des billets de banque entiers de dollars que nous détenions sur la Federal Reserve Board en disant vous allez nous le convertir en or comme c'est écrit dessus sur chaque billet de dollar. Lorsque De Gaulle a pu faire ça, lorsqu'il est entré en choc frontal avec les États-Unis, lorsqu'il a dit en 66 vous dégagez toutes vos bases militaires installées en France, lorsqu'il a dit je sors du commandement militaire intégré de l'OTAN, lorsqu'il a dit en 1966, lorsqu'il a fait son discours à Phnom Penh en mettant en garde Washington contre l'enlisement vietnamien, etc., etc., lorsque De Gaulle a fait ça, il cochait les deux cases. Il avait les moyens de tenir tête aux États-Unis parce qu'il avait complètement désendetté la France. Il n'y avait plus de dette extérieure, de dette publique détenue par l'étranger. Il y en avait encore en interne, il y avait des Français qui détenaient des bons du Trésor, mais il n'y avait plus un seul étranger qui détenait un seul franc de dette publique française. Donc la France était redevenue totalement souveraine en matière de finances. Et par ailleurs, De Gaulle s'était doté tout seul de la bombe thermonucléaire, alors même que Kennedy s'était refusé bec et ongle au moment de l'affaire, notamment des missiles avec le Royaume-Uni en 1962, les missiles Polaris. Kennedy avait dit d'accord pour vous donner le secret de la bombe thermonucléaire, mais désormais la force de frappe française sera sous notre autorité. Et De Gaulle l'avait refusé, et De Gaulle tout seul avait fait que la France se dota elle-même de l'arme thermonucléaire. De Gaulle avait fait une France souveraine et indépendante. Quant à la deuxième case, pas de casserole, De Gaulle n'avait pas de casserole. Il avait une vie privée, il avait une éthique personnelle, il avait une probité financière qui faisait qu'il était au-dessus de tout soupçon. Il n'y a jamais eu la moindre casserole sur De Gaulle. Il n'a jamais fait des détournements de fonds mêlés à des affaires louches. Il n'y a jamais eu autour de lui des affaires concernant sa vie privée, etc., etc. Voilà. Donc là, De Gaulle, il a pu y aller bille en tête. Mais Macron, est-ce que Macron se rend compte que les États-Unis d'Amérique et que Trump, dans son bureau ovale, peut lui dire à Macron qu'il faut qu'il arrête, parce que sinon, en 24 heures, les États-Unis d'Amérique ont le pouvoir de faire plier la France. Par exemple, je suis absolument persuadé que sur des quantités d'applications informatiques ou de réseaux SWIFT, de transfert de financiers par électronique, ou de réseaux Starlink, ou de pièces détachées, etc., dans de très nombreux domaines, ou de coopération en matière industrielle, scientifique ou financière, je suis persuadé que les États-Unis d'Amérique peuvent faire plier la France. Déjà, il y a un point très simple. La France, aujourd'hui, à cause de la gestion de Macron, est obligée d'emprunter en ce moment plus de 1 milliard d'euros tous les jours sur les marchés financiers internationaux. Et il suffit qu'à Washington, le secrétaire au Trésor passe quelques coups de fil à quelques gérants de fonds de pension américains en disant « vous arrêtez un peu d'acheter de la dette française », dans les 2 jours qui suivent, il y a une flambée de taux d'intérêt sur la dette française parce que malheureusement les Français n'arrivent plus à se refinancer. Alors certes, ça aurait un coût pour les fonds de pension en question, mais enfin un coût qui peut être limité si tout ceci est bien organisé. Eh bien, vous verrez que les Français seront là, si vous voulez, comme un chien assoiffé en disant qu'on veut des financements. Parce qu'en plus, il y aurait un effet de boule de neige avec d'autres pays du monde, dans les pays du Golfe, etc., qui suivraient les orientations des grands fonds américains. Donc on ne donne pas des leçons de morale au président des États-Unis d'Amérique lorsque l'on est complètement ruiné et que l'on a besoin de la charité publique.
C'est exactement la même chose sur tout ce qui concerne des questions en matière électronique, en matière de surveillance. Par exemple, je crois savoir que depuis Nicolas Sarkozy, on a remis un certain nombre de procédures de sécurité de nos ministères s'occupant de l'intérieur ou de la défense qui dépendent d'entreprises américaines ou de logiciels américains. C'est pareil aussi, je crois, pour le regroupement des votes. C'est pareil pour en matière informatique. Donc, il est évident que Trump va prendre peut-être entre quatre yeux Emmanuel Macron. Il va lui dire de baisser de 3 octaves et au contraire de faire une déclaration finale. On va le voir d'ailleurs, on va voir ce qui va se passer. Non seulement à l'issue de cette rencontre, mais dans les jours et les semaines qui viennent. On va voir si Macron conserve son profil élevé ou bien si au contraire il va en rabattre. Voilà. Quant aux affaires privées, alors là, chacun est juge des affaires privées d'Emmanuel Macron, mais enfin, si j'en crois la rumeur publique, il semblerait que le président des États-Unis ait quelques idées sur la vie privée de M. Macron. Voilà. Donc au total, tout ça pour dire que nous avons affaire à quelqu'un d'extrêmement dangereux à l'Élysée, parce qu'il est en train tout simplement de péter les plombs. Voilà. Il tient des propos qui sont absolument fous, compte tenu de la situation dans laquelle il est. Il se prend pour le roi du monde, l'empereur du monde, peut-être même l'empereur de la galaxie, alors qu'en fait, c'est un pauvre type, complètement dépassé par les événements. Et ce qui frappe toujours les observateurs les plus fins, les psychologues ou les psychiatres qui regardent de près ce monsieur, on voit toujours dans son regard, il y a régulièrement dans son regard des lueurs fugitives d'angoisse et de peur qui traversent le regard d'Emmanuel Macron. Je m'adresse ici pour conclure à nos parlementaires, députés et sénateurs. Vous devriez visionner cet extrait, vous devriez méditer les commentaires que j'en fais, vous devriez réfléchir au fait que ce monsieur est malade, c'est un malade, c'est quelqu'un qui a besoin de soins, qui est même presque, à mon avis, il est dans une situation, il est presque en demande de soins. Il serait très très important de procéder à sa destitution avant qu'il ne soit trop tard, parce que je rappelle quand même qu'il est le détenteur des codes nucléaires. Vive l'Union populaire républicaine et vive la France.